Je les appelle Kant a dit que. Ils ont été formatés. Oh, ils connaissent tout, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, la critique de la faculté, par cœur. Tu vois, non? Et ils ont dit, d'abord, la philosophie, ce n'est pas une affaire de mythe. Un. Deuxièmement, la philosophie, ce n'est pas une affaire de proverbe. 3. La philosophie, ce n'est pas une affaire d'animisme. La philosophie, c'est une interrogation rationnelle sur l'être dans son rapport au non-être, ontologie, sur l'ordre cosmique dans son rapport avec le désordre cosmique, cosmologique. Donc ils ont commencé à réciter. Et donc certains récitaient même en latin. Et ils ont dit, il y a même un philosophe qui s'appelle Amo. Il a été capturé au Ghana. Et on l'a amené en Allemagne. Et il a fait des dissertations d'habilitation en latin. Ça, c'est un philosophe africain. Tu vois? Il a fait en latin. Tu vois? Mais une philosophie africaine traditionnelle, faite dans les langues africaines, ça n'a jamais existé. Il ne faut pas raconter de sornettes aux gens. Donc, il y a un Camerounais qui s'appelle Fabien Eboussi Boulaga. C'est un très grand savant, c'est un jésuite. Il faut faire attention avec les jésuites. Hein. Oh là là, leur érudition est prodigieuse. Donc, il a écrit un article pour dire qu'il va ruiner tout ça là, ces histoires à dormir debout là, les bantous là. Donc, lui, il a écrit un article intitulé « Le bantou problématique ». C'est-à-dire le bantou là pose plus de problèmes que les problèmes qu'il y a à résoudre en philosophie. Il faut finir avec le fantôme du philosophe bantou. Bon, ensuite, il y a un, il est béninois. Lui, il dit qu'il a fait l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il est agrégé de philo. Et c'est pas de petits. Donc, quand lui parle de philo, il faut se taire. Paulin Gidenou Routondi. Donc, lui, il a écrit sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie. Et selon lui, c'est pas parce que Platon est blanc que nous devons avoir peur de produire des philosophes platonisants noirs. Il ne faut pas avoir honte. On va commencer déjà par ça. Tu vois, non? Donc, on fait un congrès des philosophes platonisants africains. Et puis, on vient expliquer le Timé. On vient expliquer la République, le Phèdre, le Phédon, Hippias majeur, Hippias mineur, tous les dialogues. Et si on peut même parler en grec, mais l'Afrique avance. Tu vois? Donc, il y a un autre qui s'appelle Martien Toa. Lui, c'est un Camerounais. Ah, lui, il est dangereux. Martien Toa dit que ce n'est pas l'idée d'une philosophie africaine traditionnelle qui le gêne. Parce qu'il y a un égyptologue sénégalais qui a dit que la philosophie grecque vient même de la philosophie noire. Que lui, il y a un égyptologue sénégalais qui a dit ça. Tu vois? Et qu'un disciple congolais à lui, Théophile Obenga, qui a un doctorat en philosophie sur le philosophe Mène de Biran, a dit que ce sont les Noirs qui ont philosophé sur les bords du Nil avant tout le monde. Alors Toa dit, dans l'hypothèse où une telle philosophie ne serait pas une pure vue de l'esprit, il faudrait produire les textes philosophiques écrits par ces Noirs du bord du Nil. 2. Il faudrait démontrer que ces Noirs du bord du Nil étaient bien des Noirs. Ce qui n'est pas admis par les égyptologues. Ce sont des blancs à peau brune. Ce n'est pas des noirs. Et troisième hypothèse, il faudrait démontrer que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas tout simplement de la sagesse, mais ce n'est pas la philosophie.
Parce qu'il n'y a pas de traité de métaphysique chez les Égyptiens anciens. Il n'y a pas de traité d'esthétique chez les Égyptiens anciens. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vous comprenez? Donc, Cheikh Anta Diop dit qu'il n'a pas dit qu'il y a des thèses philosophiques en Égypte. Il a dit que les Grecs ont dit qu'ils tirent la philosophie de là-bas. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, ceux qui parlent là, ils ne sont pas en capacité de se prononcer sur ces textes. Pour une raison simple, ils ne savent pas lire les hiéroglyphes. Ils ne connaissent même pas les langues anciennes de l'Afrique. Ils vénèrent le grec, mais ils ne savent pas lire les hiéroglyphes. Il faut donc avoir une connaissance en égyptologie pour parler. Troisièmement, toute la philosophie antique se déploie autour des interrogations initiées par les philosophes noirs de la vallée du Nil. Un Gabonais, Biogo, Grégoire Biogo, dit que les sources égyptiennes du savoir, généalogie et enjeu de la pensée de Cheikh Anta Diop. Biogo dit que le problème, ce n'est pas de savoir si la philosophie grecque est plus élaborée que la philosophie de l'Égypte antique. Le problème, c'est de reconnaître qu'en matière de philosophie, Thèbes en Égypte a précédé Athènes. Ceci, dit Biogo, est un argument chronologique massif, donc plus de 2500 ans d'antériorité du côté africain. Deuxièmement, dit Biogo, lui, Biogo, n'est pas quelqu'un qui fait des fioritures littéraires comme Gomez. Lui, Biogo, il connaît l'épistémologie. Lui, il étudie l'épistémologie, c'est-à-dire le fondement même des sciences. Donc tout ce que racontent les littéraires, là, ce sont des énoncés qui ne sont pas falsifiables. Si on prend la théorie de Karl Popper, on peut se demander même si certaines idées de Diop ne sont pas des affirmations péremptoires qui n'ont pas été validées. Donc Biogo va créer maintenant une nouvelle école, au cours de laquelle, après avoir mis l'œuvre de Cheikh Anta Diop à l'épreuve de la falsifiabilité, Biogo va donc tirer les conséquences de l'incomplétude de l'œuvre de Diop et lui va la compléter en tant que philosophe. Et il appelle ce courant-là le néo-antadiopisme. Comprends d'abord Diop avant de faire le néo. C'est ce que je leur demande. Moi, je leur dis. Moi, vous savez, moi, je ne fais jamais le néo. J'en suis resté au stade de l'archéo. Moi, je suis archaïque, moi. Moi, je suis de l'orthodoxie diopienne. C'est-à-dire que je considère la pensée de Cheikh Anta Diop comme le lieu à partir duquel l'oiseau de Minerve africain va prendre son envol pour se déployer vers des horizons nouveaux. Mais je ne considère pas l'œuvre de Cheikh Anta Diop comme dépassable par quelque nègre que ce soit. Pas ma position. Pas ma position. Donc, pour conclure, il y a plus de 10 000 livres de philosophie faits par les Africains. Plus récemment, un frère du Burkina Faso, Yoporeka Somet, docteur en philosophie à l'université de Strasbourg, égyptologue, a écrit l'Afrique dans la philosophie. Introduction à la philosophie africaine pharaonique. Bon, maintenant, il y a un problème. Comme la philosophie commence avec la philosophie pharaonique, pourquoi tu mets l'Afrique dans la philosophie? C'est comme si la philosophie pharaonique s'insérait dans une tradition philosophique plus globale. Le titre. La lecture n'a pas démenti mes inquiétudes. Un autre auteur, fort estimable, Mbombog Mbogbasongo, qui est effectivement un auteur camerounais extrêmement prolifique, a écrit la philosophie africaine des mythes au logos de Kemet.
aux éditions Anigard, c'est-à-dire les auditions de Omotunde. Omotunde New Serre, Kalala, qui est en Guadeloupe là-bas. Le problème que pose Mbambasson, c'est que Mbambasson dit que la logique sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui pour raisonner en philosophie est une logique qui est frappée d'obsolescence depuis Descartes. Donc, ce que font les philosophes jusqu'à présent, c'est, au lieu de clôturer la logique classique et de lui substituer une théorie de la complexité, qu'il appelle par ailleurs, à la suite de Edgar Morin, la théorie du tout. Edgar Morin, c'est un auteur juif éclectique qui a beaucoup écrit, qui a même écrit sur Cheikh Anta Diop, en ayant des accents condescendants. Bien. J'ai vu aussi qu'il a fait d'autres articles où il a plagié Cheikh Anta Diop, parce que c'est comme ça. Ils disent que les nègres ne valent rien. Après, ils prennent leur connaissance pour aller dire que c'est eux qui ont fait. Bon, quoi qu'il en soit, moi je dis qu'il n'y a pas de théorie du tout. Voilà ma position. Voilà ma position. C'est-à-dire que je dis ceci. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il existe une crise de la raison qui se reflète dans les apories, c'est-à-dire les contradictions internes au niveau même des prémices herméneutiques et des postulats de la biologie, des mathématiques, de l'astrophysique, de la physique, etc. Même des neurosciences. Bien. Cette crise s'explique par le fait que les Grecs, c'est pas Descartes, laissez le malheureux Descartes. Les Grecs, au lieu de poser le problème de la connaissance du cosmos à partir des 4 aspects de la raison intuitive, la raison analytique, la raison expérimentale et la raison appliquée pratique, les Grecs ont mutilé la raison. C'est-à-dire, ils ont transformé la raison en une sorte d'énoncé, une suite d'énoncés non contradictoires et qui présente une cohérence de pure forme artificielle. Cela, ils l'ont appelé la dialectique. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que il n'y a pas de connaissance en dehors de l'objet de la connaissance. Donc même si tu élabores des théories avec des équations mathématiques, si l'observation démentait théorie, ce n'est pas la théorie qui est gagnante, c'est l'observation. Parce que l'observation doit permettre normalement de corriger une théorie qui n'est pas en adéquation avec l'objet visé. Donc ça veut dire quoi? Eux, ils ont choisi de garder la logique de la dialectique telle que la concevait Platon. Ils ont sacrifié les présocratiques qui étaient encore plus proches des intuitions pharaoniques. Et ils ont commencé maintenant à opposer la métaphysique, c'est-à-dire la science de l'être des états. Et à partir de Plotin, c'est-à-dire la période hellénistique et néoplatonicienne, Plotin a mis en cause le primat de l'être. Et il a dit que ce qu'on appelle l'être, c'est Dieu. Et il a ouvert donc la porte à la patristique, c'est-à-dire la philosophie chrétienne. Ce qui est une contradiction. Tu ne peux pas dire que tu as une foi aveugle et dire en même temps que tu raisonnes.
Donc ils vont introduire des dogmes dans la logique. Et ça va créer la scolastique. Et à partir de là, toute la philosophie médiévale va se déployer autour du conflit entre le réalisme thomiste de saint Thomas d'Aquin et le substantialisme de saint Augustin. C'est-à-dire un berbère comme Zidane, qui a dit qu'il s'appelle Augustin pour tromper les gens. Donc c'est un Algérien. Donc à partir de ce conflit, ils vont arriver maintenant à enlever Dieu. Tu vois? Ils enlèvent Dieu. Et ils mettent à la place de Dieu qui? Ils mettent à la place de Dieu le grand architecte de l'univers. C'est-à-dire, les francs-maçons s'emparent de la vision théosophique en provenance des pères de l'Église et vont créer maintenant toute une littérature qu'ils appellent humaniste et qu'ils appellent aussi ésotérique. Tu vois? Et cette littérature va maintenant prôner le retour à la nature. Mais le rapport à la nature est de l'ordre du progrès. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la nature, exploiter la nature, pour finalement assurer le progrès scientifique et technologique de l'humanité. Et donc, toute une littérature va apparaître maintenant parce qu'on commence à étudier les sauvages. Tu vois, non? On étudie les sauvages amérindiens, les sauvages africains, et il y aura deux courants. La philosophie des Lumières, qui va être très rentable pour Montesquieu, Voltaire, qui étaient des négriers de l'esprit, qui vivaient de l'argent de la traite des Noirs et qui parlaient de liberté. Pour moi, la philosophie des Lumières est une philosophie des ténèbres. Voilà ma position. Et il y a aussi un autre courant, qui est un courant qu'on appelle l'utopie. Donc deux auteurs vont développer ce courant. Un Britannique qui va donc développer ce courant et un Italien. Mais ces courants, c'est quoi? Ils disent le droit positif n'est pas bon. Le droit positif, c'est le garant juridique de l'inégalité parmi les hommes. C'est de là que viennent tous les conflits, les révolutions, etc. Et ils vont donner la phrase terrible. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Parce que l'Europe n'a connu que des guerres. Des épopées sanglantes depuis la guerre du Péloponnèse jusqu'à la Troisième Guerre mondiale qui est en train de se faire actuellement avec les virus. Sous nos yeux. Donc quel est le problème qui est posé maintenant? Ils vont dire, c'est les sauvages que nous avons tués. Les Amérindiens qui avaient raison. Leur philosophie, c'est la philosophie naturelle. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les meurtres de leurs parents. On ne tue pas ses parents. Ce sont des gens qui partagent. Ils savent partager, redistribuer les richesses. Ce sont des gens qui vivaient en harmonie avec la nature. Ils n'ont pas inventé une médecine chimique qui tue encore. Etc. etc. C'est à partir de là que tout un courant du socialisme va naître. Que nous appelons le socialisme utopique. Le socialisme utopique procède de la littérature de Thomas More, c'est lui le Britannique, qui a écrit Utopia, et aussi de Campanella, c'est l'Italien. Donc le socialisme utopique va précéder le socialisme scientifique. Et c'est là où tu as des auteurs qui disent maintenant que la manière dont les Noirs vivaient, la manière dont les Indiens vivaient, Guayaquil, tout ça, il faut transposer ça en Europe. Et il faut détruire les signes du progrès. Comme ça, ça donne les communautés que vous voyez là, les hippies. Et ils ont voulu vivre comme ça. Hein. Oh, ils sont partis avec leurs chiens. Et puis ils ont commencé à dire youpi, et puis ils dansent. Les hippies. Tu vois. Donc ils mélangent tout, ils mélangent les femmes. Ils partagent les femmes. Et puis quand ils sont non assez, ils se mettent nus. Et puis ils commencent à partir pour dire qu'ils veulent faire un nudisme. Ils sont devenus même fous, les locodeurs. Hein? Tu as ton fils, tu as ta mère, ta grand, ton papa. Et puis tout le monde est à poil. Hein? Donc le problème qui est posé, que
Le problème, et vous n'êtes pas des animaux. Même les animaux, la nature leur a donné des poils pour cacher certaines choses. Et c'est ça, donc, vous, le problème qui est posé aujourd'hui, et c'est un problème radical. La philosophie n'existe pas sans un mode de vie emprunté aux idées philosophiques. Il n'y a pas de philosophie sans ce qu'on appelle un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir-faire. Parce que l'homme est un animal politique et un animal social. Ce sont les idées et les idéaux qui guident les sociétés humaines. Ce ne sont pas les hommes. Le même homme-là, qui est au Burkina Faso, qui vénère Macron, qui considère que sans la France, il ne peut rien faire. Le jour où il n'est plus aliéné, il n'est plus victime de l'esclavage mental, du conditionnement, des réflexes de subordination, hein? Il devient un colosse. Le colosse se réveille et il dit, hé, Macron, hé, tu ne me parles pas. Hein? Tu es qui? Le même. Voilà pourquoi on ne veut pas que nous misions sur la philosophie. Il ne peut pas y avoir de renaissance africaine, quel que soit le contenu que nous donnons à la notion de renaissance. S'il n'y a pas une révolution philosophique africaine. Ce que je suis en train de faire là, je vais faire la deuxième édition avec Zafio. Je vais commencer par Zafio. Pour quelle raison? Parce que quand j'ai commencé à fréquenter ici, j'ai vu qu'ils avaient un cercle de réflexion et de lecture. Et que leur préoccupation allait un peu vers les hiéroglyphes et la philosophie, les sciences. Tu vois? Mais je me suis rendu compte, en fait, que beaucoup venaient pour étaler des lectures qu'ils auraient faites. Mais il n'y a pas de réflexion. Si tu dis il y a un club de réflexion, il faut de la réflexion. Et pour moi, il n'y a pas de réflexion sans philosophie. C'est-à-dire quelqu'un qui ne maîtrise pas les enjeux philosophiques. C'est tout simplement, excusez-moi, de la poudre aux yeux pour nègre. Par conséquent, la première chose que nous devons faire, Zafio, donne-moi le truc jaune de Diop là. La première chose que nous devons faire, c'est qu'est-ce que Diop a fait lui-même et comment on peut continuer ce qu'il a fait. Je vais maintenant dire quelque chose qui va choquer. Il ne faut pas jouer à celui qui réinvente la roue. Tout ce qui tombe sous le sens est déjà connu. Ce qu'on nous demande, c'est de partir de ce qui est connu pour élaborer nous-mêmes ce que nous faisons pour compléter ce qui est connu. Ça s'appelle s'appuyer sur une tradition philosophique. Et à partir de là maintenant, créer une œuvre philosophique. Je voudrais dire ceci. Un philosophe, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit il n'y a pas l'ethnophilosophie, qui parle de ça. Un philosophe, c'est quelqu'un qui produit une doctrine philosophique. Une doctrine philosophique. Et à la page 417 de Civilisation barbarie, Cheikh Anta Diop a écrit ceci. Perspective au pluriel de recherche pour une nouvelle philosophie qui réconcilie l'homme avec lui-même. Il n'a pas dit le nègre. Qui réconcilie l'homme, l'espèce humaine, avec lui-même. Donc c'est une philosophie qui n'est pas une philosophie d'exacerbation, des crises, des guerres, mais de réconciliation et d'harmonie. Et Cheikh Anta Diop a jeté les bases de cette philosophie. Je dis bien, parce que, bon, il y a des gens qui ont beaucoup parlé, mais ils n'ont pas lu Diop en fait. Tu vois? Et ça va jusqu'à la page 480. Cheikh Anta Diop. Donc pour moi, c'est dans ça que nous devons nous inscrire. Notre programme de recherche philosophique doit s'inscrire dans ce qu'on appelle l'inventaire et l'évaluation
de la philosophie en Afrique, de l'antiquité égypto-nubienne à l'époque contemporaine. C'est la première étape. Je répète ce que j'ai dit. L'inventaire et l'évaluation critique de la philosophie en Afrique de l'antiquité égypto-nubienne à l'époque contemporaine. C'est la première chose. J'appelle ça le droit d'inventaire. Si tu as une maison, tu n'as pas fait l'inventaire. Si les tuyaux explosent, c'est ton problème. L'inventaire, l'inventaire. Deuxième chose, une fois qu'on a fait l'inventaire, il faut actualiser les problèmes philosophiques majeurs. Actualiser les problèmes philosophiques majeurs. Et si on le fait, on se rendra compte que l'humanité tourne en rond, qu'il n'y a plus de fondement éthique à l'action politique. Que ce qu'on appelle l'écologie, c'est un discours de ritournelle pour pouvoir justifier des ambitions politiques. Mais, quand on parle de dérèglement climatique, quand on dit qu'il y a les virus, c'est pas bon là. Vous croyez qu'ils vont arrêter les virus dans les laboratoires militaires P4? Ils ne vont pas arrêter. Là, ils cherchent même des vaccins pour pouvoir tuer maintenant le maximum d'Africains. Donc le problème, c'est que chaque fois, ils trouvent des solutions encore plus mauvaises. Pourquoi? Parce qu'ils sont mus par un seul objectif, la maximalisation des profits et la concentration des profits aux mains d'une oligarchie mondialiste au détriment des peuples. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Par conséquent, les problèmes philosophiques majeurs de notre temps sont des problèmes qui sont liés à un seul concept en fait. C'est la maths. L'humanité doit redécouvrir la maths. Et l'Afrique, c'est une deuxième tâche que nous pouvons apporter. La troisième tâche, c'est parmi nous, il y a, je crois, des physiciens. En tout cas, Jean-Paul Mbelek est un grand physicien camerounais. Parmi nous, il y a des biologistes. J'ai rencontré un Togolais qui est un excellent biologiste, spécialiste de la génétique. Il utilise les gènes pour pouvoir éradiquer les maladies qui affectent le corps humain. Nous avons des sociologues. Nous avons des politologues. Je crois même qu'on a plus de politologues que d'autres choses. Hein, parce que tous les débats africains tournent autour de maintenant. Est-ce que ce que Macky Sall a fait est bon? Est-ce que Ouattara? Est-ce que... Donc, finalement, on se demande, mais pourquoi vous dites que les Ouattara, tout ça, c'est pas bon? En fait, tu te rends compte qu'il fait ça parce que lui-même veut prendre la place des Ouattara, des Macky Sall. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok? Bien. Ensuite, Diop appelle corps de sciences humaines. Diop dit qu'il faut fonder un corps de sciences humaines. Ça veut dire quoi? Non, un corps de sciences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sociologie telle que nous faisons là, avec Max Weber, Durkheim, Parsons, c'est pas ça la sociologie du futur. La sociologie du futur doit tenir compte de l'expérience asiatique, l'expérience africaine, l'expérience de toute l'humanité. Puis s'il faut réconcilier l'humanité avec elle-même, c'est logique. L'humanité n'est pas réductible à l'homme européen. Homo Europeanus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne fait pas des progrès à la science à partir de la maths pour nous seuls. C'est pour toute l'humanité. Donc ça veut dire que si l'Afrique fait la chose contre les gens, l'Afrique ne s'en sortira pas et va susciter des revanches et une succession de combats. Il faut faire pour l'humanité, il faut faire. Pourquoi? Parce que nous sommes le berceau de l'humanité, donc nous sommes dépositaires et garants de l'avenir de l'humain. Nous, on n'a pas besoin de faire de grandes théories sur les droits de l'homme. Partout où l'homme est supplicié, l'Afrique est en deuil. C'est l'évidence même. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons travailler ensemble. Les sociologues ne doivent pas aller voir des blancs qui vont leur raconter des histoires à dormir debout. Ils doivent créer une école de sociologie africaine.
Et cette école doit s'insérer dans une discipline générale que j'appelle, faute de mieux, la kémitologie. Parce que l'égyptologie, c'est un faux mot pour une raison simple. Les anciens Égyptiens n'ont jamais appelé leur pays Égypte. Ils ont appelé leur pays Kemet. Donc, kémitologue, c'est tout. Voilà ma position. Donc, à partir du moment où nous avons des kémitologues, nous aurons donc des sociologues kémitologues. Il faut me dire si je ne suis pas logique. Hein. Il faut me dire, parce que des fois, moi-même, je doute. Nous aurons des psychologues kémitologues. Nous aurons des juristes kémitologues. Des astrophysiciens kémitologues. Donc ça veut dire quoi? Nous devons donc créer une école de kémitologie qui va s'opposer à l'occidentalogie, qui va s'opposer à toutes les logies. Et cette école doit avoir un centre de rayonnement mondial qui sera en Afrique. Donc je propose que ce centre, je suis béninois, n'est-ce pas? Donc si je dis maintenant au Bénin, on va y aller, tu vois, lui il croit toujours au nationalisme nègre. Moi je dis que ça doit être, ce centre-là, en RDC. Pas loin du barrage du Grand Inga. Parce qu'on va profiter pour maintenant faire l'énergie partout en Afrique à partir de ce centre. Parce qu'on ne peut pas faire un centre où on ne fait que lire des hiéroglyphes. Il faut qu'il y ait des ingénieurs, il faut qu'il y ait des spécialistes de l'énergie solaire. Et le centre le mieux doté, c'est là-bas. Bon, à ce centre, j'ajoute maintenant l'Académie des sciences, des lettres et des arts Imhotep. L'Académie des sciences, des lettres et des arts Imhotep. Là, je propose cette fois-ci qu'on mette ça au Nigeria. Au Nigeria. Ensuite, je propose la bibliothèque, c'est-à-dire la maison du livre. Ça s'appelle en égyptien. C'est nous qui avions les premières bibliothèques. La bibliothèque panafricaine mondiale que nous allons mettre en Afrique du Sud, en Azanie. Tu vois là. Et je propose enfin l'école des ponts, chaussées et mines. C'est l'Afrique qui a inventé tout ça. Tu vois là. La grande école des ponts, chaussées, école des mines, et on va mettre ça en Éthiopie. Voilà mes 4 propositions qui déjà font que j'ai gagné ma journée. Voilà mes 4 propositions. Bon, je propose aussi un colloque international de philosophie kémite. Un colloque international de philosophie kémite. Où tous ceux qui s'intéressent à la philosophie morale et politique, à la philosophie sociale, à la philosophie du droit et tout ça, se retrouvent pour qu'on interroge le concept de la maths, qui est un concept qui est opératoire dans la pluridisciplinarité, dans un champ pluridisciplinaire. Tu vois, qu'on fasse au moins ça. C'est-à-dire, quelles sont les implications de la maths en économie? Quelles sont les implications de la maths en sociologie? Et tout ça. Je propose enfin qu'on crée une revue. Et cette revue va s'appeler CECHAT, Revue internationale de kémitologie. Voilà ce que je propose. Et que cette revue puisse maintenant poursuivre le travail tel que Cheikh Anta Diop l'a indiqué. Et plus précisément, il faut que cette revue suive les 3 recommandations de Cheikh Anta Diop dans un article intitulé « Philosophie, sciences et religion ». C'est une conférence que Cheikh Anta Diop a donnée devant les meilleurs scientifiques du monde. Parce que quand Cheikh Anta Diop veut faire les choses sérieusement, comme il est physicien nucléaire, Cheikh Anta Diop est physicien. Donc, ce n'est pas les petits physiciens que l'on... Bon, donc,
Moi, j'ai peur quand on parle de physique, mais pas Cheikh Anta Diop quand même. Bon. Cheikh Anta Diop dit ceci. Toute théorie... Non, il dit ceci. Cheikh Anta Diop constate d'abord que Einstein est dépassé. Cheikh Anta Diop fait ce constat. Hein? Zafio, donne-moi la revue sur le quantique là. Hein? Il est dépassé. Voici ce que Cheikh Anta Diop dit. Les nombres naturels ne sont pas logiquement déductibles et doivent être considérés, selon Kurt Gödel, comme existant d'eux-mêmes, en eux-mêmes, comme des états là, au sens d'Heidegger. Ainsi, la mécanique quantique et le théorème d'incomplétude de Gödel déterminent un nouveau champ épistémologique ou mathématique, appuyé sur une théorie quantique qui concourt pour imposer des limites infranchissables à la connaissance scientifique. En effet, le verdict de la mécanique quantique est clair. La physique quantique ne fournit que des résultats de mesure sur des systèmes perturbés par l'opérateur, sans pouvoir connaître la réalité sous-jacente au monde physique. L'univers ainsi perçu ne constitue donc nullement une réalité indépendante. Au demeurant, la relation d'incertitude et le théorème de Gödel enlèvent à l'esprit toute possibilité d'appréhender l'univers d'une façon globale. D'ailleurs, au niveau de la microphysique, la réalité est ou onde ou corpuscule, jamais les deux à la fois. Et il n'y a pas de dépassement dialectique par l'apparition d'un troisième terme de synthèse qui serait le résultat de la fusion de l'onde et du corpuscule. Il y a va-et-vient, transformation perpétuelle de l'un à l'autre et vice-versa. Donc la notion de transformation de Kepler. C'est la logique quantique de complémentarité onde-corpuscule qui régit aujourd'hui la description objective du phénomène. Toute théorie qui tenterait de pousser la connaissance du réel au-delà des limites imposées par la mécanique quantique aboutirait à des prédictions que l'expérience invaliderait immédiatement, contrairement à celle de la mécanique quantique. C'est tout le sens qu'il convient de donner à la violation des inégalités de Bell. C'est donc la première fois dans l'histoire des sciences qu'une difficulté pareille surgit et laisse entrevoir une solution durable. Elle n'a rien de comparable avec les limites que le positivisme imposait de temps à autre à la science par pur dogmatisme philosophique. Auguste Comte, le fondateur de cette doctrine, ne disait-il pas que l'on ne connaîtrait jamais la physique des étoiles ni les raisons pour lesquelles les étoiles brillent? Depuis, l'homme a construit la bombe thermonucléaire sur le principe même de la fusion des noyaux d'hydrogène dont les étoiles sont précisément le siège, le réceptacle, et l'homme est en passe de domestiquer désormais l'énergie thermonucléaire elle-même. Berthelot était hostile à la théorie quantique par suite de ses convictions positivistes. Certes, si l'homme avait les pouvoirs d'un démon de Maxwell ou de Laplace, tout s'éclairerait brusquement d'une lumière aveuglante, car en se plaçant au cœur des phénomènes, il pourrait en suivre le fil conducteur, tout comprendre, tout expliquer selon les critères qui sont inaccessibles dans l'état actuel des faits. Mais tel n'est pas encore le cas, et la nouvelle rationalité qui permettra d'avancer dans la connaissance du réel, il faudra la bâtir pas à pas en ayant une conscience aiguë de la difficulté et de la singularité du problème posé quand on n'a pas une formation pluridisciplinaire. Les philosophes africains doivent participer à l'édification de cette nouvelle théorie de la connaissance, la plus avancée et la plus passionnante de notre temps. C'est une première tâche positive. Toutes les conditions semblent aujourd'hui réunies pour une révolution épistémologique sans précédent, pour le changement complet de notre paradigme de l'univers. C'est cette phrase que je prends comme épitaphe. Toutes les conditions semblent aujourd'hui réunies
pour une révolution épistémologique sans précédent, pour le changement complet de notre paradigme de l'univers. Et Cheikh Anta Diop de dire, la recherche d'une philosophie nouvelle qui réconcilie l'homme avec la nature et avec lui-même répond ainsi à une double nécessité. Nécessité de reprendre la route de l'histoire et de marcher avec plus de conviction que jamais, de chasser pour de bon le doute semé par Oswald Spengler. Or, je viens de faire le déclin de l'Occident. Nécessité, sur un plan plus général, de trouver un sens à notre existence en éliminant la théorie de l'absurde et du nihilisme. Les philosophes africains, armés de leur passé culturel et historique, sont donc à même de participer à l'édification de cette nouvelle philosophie qui aidera l'homme à se réconcilier avec lui-même et qui sera issue en grande partie du contact de la réflexion philosophique et de la science. C'est une deuxième tâche. La deuxième tâche assignée par Cheikh Anta Diop aux philosophes africains. La troisième tâche qui incombe aux philosophes africains est la réécriture de l'histoire de la philosophie, surtout celle des débuts dans l'Antiquité. C'est ce qu'Obenga a commencé. La philosophie africaine de la période pharaonique, 2780-330 avant notre ère, inaugure la tâche de la réécriture de l'histoire de l'humanité depuis ses origines dans l'Antiquité. Et bien le reste des deux autres tâches, qui va faire? Ben c'est nous. Voilà pourquoi il faut cette école. Voilà pourquoi il faut cette école. Et cette école, c'est l'accomplissement de tout ce que Diop n'a pas pu faire, faute de temps. Parce qu'une vie humaine n'est pas suffisante pour explorer tous les champs qu'il a explorés. Ce que Cheikh Anta Diop écrit sur la quantique, la théorie quantique, ce n'est pas une prédiction. C'est ça qui est dans ça. Comprendre la physique quantique. Les 4 points que Cheikh Anta Diop a soulignés, c'est ça. Comment mesure-t-on un objet dans le champ du quantique? Le deuxième, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Cheikh Anta Diop s'est appuyé sur Gödel, bien sûr. Le troisième, c'est le surgissement de l'électrodynamique quantique. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie, c'est-à-dire tout va se faire maintenant par laser. Mais la chose la plus importante que porte un étudiant kenyan qui a été immédiatement rapatrié aux États-Unis, n'est-ce pas? Où on lui a donné une bourse indigente. Mais c'est préférable au sort qui était le sien. Parce que sa thèse de doctorat, dont j'ai la copie, portait sur la perspective de la création d'un ordinateur quantique. Et qu'est-ce qu'ils mettent ici? L'ordinateur quantique, une utopie. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a déjà des gens qui ont attaché leur nom à cela. Quantic Computer. L'ordinateur quantique. Oui. Donc, si j'ai parlé comme ça ce soir, c'est parce que je veux que les Africains ne considèrent pas seulement le livre d'Obenga ou les autres livres comme juste de la littérature. Aucune des grandes transformations qualitatives, que ce soit sur le plan technologique, le plan scientifique, le plan métaphysique, ne s'est faite dans le monde sans une révolution philosophique. Ça, c'est jamais fait. On pourrait presque le montrer, mais je n'ai pas le temps. Je voudrais décliner la suite du programme, parce que lundi 4 mai, je vais poursuivre ce que j'appelle le grand oral panafricain pour la Renaissance kémique. Et cette fois-ci, je vais aborder Lao Tzu. J'avais abordé Confucius. Maintenant, je vais aborder Lao Tzu. Bon. L'intitulé du grand oral, c'est « Aux sources africaines méconnues du Tao ». 2 points. De l'unité ontologique
dans l'obscurité cosmologique selon Lao Tzu. Lao Tzu. J'ai décidé que les gens sachent quand même, au moins pour les 10 premières, pour quelques séances, à quoi s'attendre s'agissant des lives. Ainsi, le vendredi 8 mai, je ferai avec mon frère qui est en binôme, Narmer Nzeo, le gérant de la librairie où nous nous trouvons ici à Belleville, je ferai une lecture méthodique de l'ouvrage d'un égyptologue africain, le Sénégalais Babacar Sall, qui est archéologue méroïtisant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et son livre est intitulé « Racines éthiopiennes de l'Égypte ancienne ». Le dimanche 10 mai prochain, c'est la date habituelle pour les exhibitions carnavalesques du Jardin de Luxembourg au nom des abolitions. Bien. Je saisirai donc cette date, puisque moi je ne suis pas en confinement. Moi je suis déconfiné. Je choisirai donc cette date pour former les nègres. Donc, l'Association internationale des savants kémitologues avait programmé une séance de formation. Et cette séance aura lieu sur le thème suivant: Histoire secrète de l'Holocauste noir de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Esquisse d'une synthèse historiographique sur le crime, des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, je vais brosser tout ce qui a été écrit par les Noirs, qui sont en fait les principales victimes, mais dont on n'a jamais la version de la tragédie dans les livres de synthèse d'histoire. Je vais faire ça. Et la traite négrière n'épuise pas l'Holocauste noir. L'Holocauste noir commence dans l'Antiquité. La régression des Noirs a commencé avant la traite négrière arabe. Elle a commencé avec l'invasion des Perses, l'invasion des Macédoniens, bien avant l'invasion des Assyriens, l'invasion des peuples de la mer, l'invasion, c'est tout un tas d'invasions qui ont affaibli le colosse africain. Au point maintenant qu'une coalition de nations cupides, ignares, ait pu avoir raison de notre résistance. Pendant 5000 ans, le noir a dominé le monde sans partage. C'est un fait scientifique que personne n'a aujourd'hui la possibilité de nier sur la base de la documentation dont l'humanité dispose. Le mardi 12 mai, les grandes figures de la collaboration africaine. J'avais déjà parlé de Ouattara. Maintenant, je vais parler d'un autre phénomène. C'est intitulé « La diabolique ascension et la logique de prédation d'un Néron tropical ». Deux points. Le cas Denis Sassou Nguesso. Je vais attaquer Sassou parce que beaucoup de Congolais se posent des questions sur notre complaisance envers Sassou. On ne comprend pas. C'est un Néron, un tyran pathologique, un prédateur économique, un franc-maçon et absolument inculte. Tout ça. Assassin. Il a assassiné Ngouabi. Il a assassiné le président Massamba Deba. Il a assassiné le cardinal Bialenda. Il a assassiné Ange Diawara. Il a assassiné le capitaine Kikadidi. Il a assassiné des milliers et des centaines de milliers de Congolais dans l'impunité générale. C'est un criminel. Voilà qui est Sassou. Mais nous allons montrer comment il est devenu criminel. Qui l'a formé pour être criminel?
Ensuite, nous allons montrer les procédés qu'il a utilisés pour commettre ses crimes et ses forfaits. Ensuite, nous allons parler de ses complices. Ses complices. Et ensuite, nous allons montrer comment le Congo-Brazzaville est stratégique pour l'Afrique. Donc, le fait que cet homme continue à sévir, c'est même un recul pour l'unité de l'Afrique. Et, bien sûr, comme depuis que j'ai dit ça, ils vont dire, ah, mais pourquoi il veut faire ça? Ceci, cela. Parce que la plupart des nègres qui disent que Sassou n'est pas le pire, qui a pire que pire, comme si nous étions dans l'ordre du pire. La plupart de ces nègres-là, ils ont déjà pris de l'argent chez Sassou, ou alors son ambassadeur qui était ici, là, Henri Lopez. Ils prennent de l'argent chez ces gens-là. Après, ils viennent dire que oui, il faut les épargner, parce que ce sont eux qui ont la maîtrise de l'Afrique. Ils n'ont pas la maîtrise de l'Afrique. Ce sont des exécutants des basses œuvres de l'impérialisme français. Voilà ma position sur cette question-là. Le vendredi 15 mai, je vais éviter la polémique. Là, ce sera plus Sassou. Ce sera la littérature primordiale, c'est-à-dire les grands papyrus que nos ancêtres nous ont légués. Donc, je vais étudier le papyrus mathématique d'Amoussou. C'est le vrai nom du scribe Hermès. Amoussou, Arémessou. Le papyrus mathématique d'Amoussou. Ou l'âge d'or de la science des pharaons. L'âge d'or de la science des pharaons. Ensuite, le dimanche 17 mai. Tant qu'à faire, je vais... Alors là, je crois qu'il y aura du monde. Au vu du thème, parce que j'ai vu le thème, moi-même j'ai tremblé. Je donne le thème, dimanche 17 mai. L'éclosion du sentiment amoureux et de la fusion sexuelle dans le couple kamite au temps des pharaons. Ah, les amoureux vont venir. Ça va être la Saint-Valentin. Ça va être terrible ce jour-là. Ensuite, le mardi 19 mai, nous allons faire une revue de bibliographie générale. Vous avez suivi notre exposé de 5 heures sur Oswald Spengler, le déclin de l'Occident. Vous aurez notre exposé de 4 heures sur le comte Arthur de Gobineau, de l'inégalité des races humaines. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens en parlent, mais très peu en lui. Le vendredi 22 mai, nous allons inaugurer les grandes figures de la résistance et de la renaissance africaine. Là, le thème, c'est Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, la puissance de la Trinité face à l'exigence de l'unité. Vendredi 22 mai. Ce sera suivi par beaucoup de Rastas. Parce qu'ils aiment beaucoup Haïlé Sélassié. Le dimanche 24 mai, la résistance héroïque du roi du Dahomey, Bahazi, face à l'armée coloniale française du colonel Daz. Le mardi 26 mai, lecture méthodique des grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite. Cette fois-ci, c'est l'ouvrage de notre ami Moubabingue Bilolo, intitulé « Les cosmos théologiques philosophiques de l'Égypte antique ». Bilolo. Ensuite, le 29 mai, je crois, c'est le grand séminaire... Non, c'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est la poursuite. Non, ce n'est pas le 29 mai. Juste après, c'est quelle date? Juste après. Ce que j'avais dit pour Bilolo, là. 26 mai. 26 mai. Vendredi, oui, c'est normal. C'est 29 mai. C'est ça, hein? Bon. Là, je vais faire, contrairement à ce que j'ai écrit, le pillage et l'incendie de la bibliothèque
égyptienne d'Alexandrie par l'Agide de Macédoine, par les Macédoniens. Le pillage et l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Évidemment, début juin, nous allons reprendre, mon frère Zafio et moi, le grand séminaire. Et là, Zafio aura obligation de nous présenter une partie de ses travaux. Voilà. Hein? Voilà, il va nous présenter une partie de ses travaux. Parce que pour l'instant, il en fait ce qu'on appelle une diffusion épisodique sur sa page Facebook. Mais il nous tarde de voir la cohérence générale du projet. Je voudrais donc remercier à ce stade toutes les personnes qui ont eu la patience de suivre de bout en bout notre tentative de sensibilisation des Kémites à la philosophie mondiale et plus précisément à la philosophie laissée par leurs propres ancêtres africains. Je veux rendre hommage au professeur Molefi Kete Asante, qui est donc le promoteur de la théorie du changement social qu'on appelle l'afrocentricité, et qui a écrit un ouvrage de synthèse remarquable intitulé d'Imhotep à Akhenaton, une introduction aux philosophes égyptiens. Je voudrais également insister sur l'importance de la formation des cadres panafricanistes à partir de la philosophie. Donc il y a un ouvrage très méconnu de Marcus Garvey intitulé « Message au peuple, le cours de philosophie africaine » qui est vraiment très recommandable. Je voudrais enfin dire tout le bien que je pense de cet ouvrage, qui est un ouvrage de deux auteurs. Un auteur qui est spécialisé en théologie et le professeur Bilolo, déjà cité. Et c'est écrit Héritage du discours théologique négro-africain. Parce que j'ai oublié de dire que parmi les branches de la philosophie, il y a la théologie aussi. Donc, c'est en l'honneur d'un très grand chercheur. Un théologien qui a introduit l'œuvre de Cheikh Anta Diop en RDC, qui s'appelait Bimwenyi Kweshi. Voilà. Et donc, c'est les mélanges en son honneur pour lui rendre hommage de son vivant. Et c'est l'Académie de la pensée africaine, Academy of African Thought, qui se trouve à Kinshasa et qui est animée aussi par le professeur Bilolo. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on veut que tous les Africains aillent dans leur pays respectif pour commencer maintenant à animer des séminaires et à former leurs compatriotes aux idées nouvelles qui ont été introduites par l'école africaine de kémitologie. Je voudrais donc, comme j'ai l'habitude de le faire, citer, c'est un rituel, mon maître, le professeur Cheikh Anta Diop, qui, dans son ouvrage « Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique », paru en 1967 aux éditions Présence africaine, nous a fait une citation. Cette citation, j'ai l'habitude de la donner tout le temps. Mais je ne la donne pas complètement. Parce qu'elle serait trop longue. Mais dans des occasions exceptionnelles, je me permets de la citer dans son intégralité parce que c'est, pour Cheikh Anta Diop, une manière de nous sensibiliser à tout ce qui concerne notre continent et par-delà notre continent, tous les enfants de l'Afrique dispersés aux quatre coins du monde, mais aussi à l'humanité qui est en attente d'Afrique. Toute l'humanité se demande comment un tel continent peut ne pas avoir un message philosophique pour sortir l'humanité entière de la dépression et aussi de ce que j'appelle une course infernale vers la mort.
Cheikh Anta Diop écrit, page 11. Tout indique qu'à l'origine, à la préhistoire, au paléolithique supérieur, les nègres furent prédominants. Ils le sont restés, aux temps historiques, pendant des millénaires, sur le plan de la civilisation, de la suprématie technique et militaire. Tout esprit qui n'est plus capable de recevoir cette idée, même si elle est objectivement démontrée, ne peut présentement rien apporter de durable à la science historique. Toute conscience qui est devenue par principe réfractaire à l'assimiler est rétrograde, quelle que soit l'idée qu'elle se fait d'elle-même et son aptitude à contribuer au progrès réel de la conscience morale de l'humanité pourrait en être fort limitée. La science historique elle-même ne fournira sur le passé humain toute la lumière qu'on peut attendre d'elle qu'à partir du moment où elle intégrera dans sa synthèse la composante nègre de l'humanité dans une proportion en rapport avec le rôle déterminant que celle-ci a effectivement joué dans l'histoire. Certains esprits généreux croient que la solution consiste à reconnaître d'emblée l'égalité abstraite aux Noirs et à expliquer ensuite leur retard par un déterminisme géographique. Mais ils ne suivent plus du tout, dès l'instant que les Noirs s'engagent eux-mêmes à retrouver leur vrai passé, surtout si cette démarche conduit à des découvertes inattendues. Ils trouvent cette attitude pour le moins excessive, extrémiste, et en craignent les conséquences sur le plan du rapprochement des peuples. Qu'ils se rassurent, car la plénitude culturelle ne peut que rendre un peuple plus apte à contribuer au progrès général de l'humanité et à se rapprocher des autres peuples en connaissance de cause. Elle n'entraverait que le faux progrès qui s'accomplirait par l'étouffement volontaire et l'élimination systématique des valeurs culturelles de la majorité des peuples au profit de quelques-uns. La conscience de l'homme moderne ne peut progresser réellement que si elle est résolue à reconnaître explicitement les erreurs d'interprétation historique, même dans le domaine très délicat de l'histoire, à revenir sur les falsifications, à dénoncer les frustrations de patrimoine. Elle s'illusionne en voulant asseoir ses constructions morales sur la plus monstrueuse falsification dont l'humanité ait jamais été coupable, tout en demandant aux victimes d'oublier pour mieux aller de l'avant. Suis le passage que je cite à la suite de tous mes lives. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme ne serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep, Matondo, Mbote. Hotep. Hotep.